Non, ah oui. Voilà. Parev Polorit, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette deuxième rencontre, cette deuxième série de rencontres autour de Krikor Beledian. Aujourd'hui, nous allons entendre d'abord l'entretien que Valentina Calzolari, professeure à l'Université de Genève, va conduire avec Krikor Beledian en français, le premier entretien, et le deuxième entretien sera en arménien, et donc ce sera Marc Nechanian qui va assurer le dialogue cette fois-ci. Voilà. Ուրեմն արցանց եղողներուն համար բարով բարով եկել եկած ներողություն եւ բարձավես ասեմ որ առաջին երկխոսությունը պիտի դեղի ունենա ֆրանսերեն լեզվով Վալենտինա Կալզոլարին Ժնևի պրոֆեսոր պիտի վարե այս զրույցը եւ երկրորդ զրույցը հայերեն լեզվով պիտի լա Մարկ Նիշանյանի կողմեն եւ պիտի սկսի ուրեմն այո ժամը 3:30 այնպես որ եթե ֆրանսերենը ցես գխանկարե արցանց եղողները գրնակ Mézimian Kitschmaveliush, Hamnantebes. Donc, je voulais aussi profiter de cette occasion de présenter à nouveau ces rencontres pour rappeler que l'œuvre de Krikor Beledian est en partie traduite en français grâce à Sonia Bekmezian, qui est une de nos anciennes étudiantes de l'INALCO, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui fait un travail important auquel il faut dire Krikor Beledian lui-même participe de façon assez proche, je crois. Hein, ils sont en contact permanent pour ces traductions qui, donc, je pense, euh, ne sont pas des trahisons comme Disons qu'elle traduit et puis elle me pose des questions. Et quand il y a des contresens, j'essaie de les lever. En tout cas, c'est sa traduction, ce n'est pas la mienne, hein. De toute façon, je n'assume pas cette traduction. Je ne la refuse pas, mais c'est pas moi. Et donc, actuellement, il y a 4 volumes qui sont traduits, c'est ça, je ne me trompe pas? 5. Donc le cinquième a été traduit et c'est publié au Classique Garnier. Donc, collection dont s'occupe Catherine Cocchio, qui malheureusement ne pouvait pas être là avec nous. Elle était souffrante. Voilà, je laisse la parole à Valentina pour conduire le dialogue qui va suivre. Merci à tous d'être ici. Oui, alors les remerciements, il faut qu'ils soient entendus. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette belle occasion qui m'est donnée. Alors, j'ai décidé de, donc pas de poser des questions à mitraillette, mais de partager aussi des considérations, des informations, de rappeler aussi quelle a été la réception des travaux de Krikor Beledian à Genève, parce que voilà, il y a eu au moins 2 ans qui ont été consacrés à des œuvres qui le concernent. Et il y aura bien sûr des questions qui nous permettront d'entrer en dialogue. Et je voudrais donc rappeler tout d'abord, fils des rescapés du génocide des Arméniens, Krikor Beledian dit écrire, je cite, dans une langue non pas de rescapés, mais dans une langue rescapée, condamné à la mort, exécuté en 1915 et toujours en sursis, étrangement vivante. Écrire dans une langue rescapée, page d'exil de la littérature arménienne contemporaine, est le titre que j'avais donné à mon cours public de l'année passée, pendant lequel, en quelques séances, j'avais présenté et questionné les défis existentiels et artistiques de la première génération d'écrivains de la diaspora et surtout des jeunes écrivains établis à Paris dans les années 1930, Charnour, Vorpouni, Sarafian. Et si j'ai pu le faire, c'est aussi parce que nous disposons de la monographie de Krikor Beledian sur ce thème, les 50 ans de littérature arménienne en France, publiée en 2001. Cette année, au semestre passé, j'ai emprunté un Krikor Beledian, tout était cité, donc je n'ai pas volé, j'ai emprunté. J'ai emprunté à Krikor Beledian le titre d'un poème sublime que nous avons traduit en entier avec quelques étudiants avancés, Langue dépeuplée,
Écrire dans une langue dépeuplée était le titre de mon nouveau cours public en plusieurs séances, et dans ce cas, le cours portait sur l'œuvre de Bélédian lui-même. Donc, le semestre de printemps de cette année a été en grande partie dédié à son œuvre. Et je remercie Grégoire Bélédian parce qu'au mois de mai, il nous a fait l'amitié de venir parler de son œuvre à Genève. C'était vraiment les feux d'artifice de ces belles occasions, justement, de parler surtout de ses écrits littéraires. Donc, c'est dans cette langue rescapée et dépeuplée, survivante, dirait Marc, donc ici présent, que Grégoire Bélédian a écrit et continue d'écrire sa vaste production littéraire. Ce choix n'a pas été le même pour tous ses dévanciers. Si on pense aux écrivains de la première génération d'exilés, Levon Surmelian avait expliqué les raisons qui l'avaient poussé à abandonner la langue arménienne pour adopter plutôt l'anglais. Shan Shahnour, Armen Lubin, avec deux noms des plumes différents, a écrit dans les deux langues, donc arménienne et français. Vous, alors je me rends compte que je vous et vous voyez alors qu'on se tutoie, mais gardons le vous, c'est l'occasion très officielle. Donc vous, Grigor, je m'adresse à vous. Vous êtes cohérent dans votre choix. C'est un choix déclaré et assumé. En 2011, dans un interview, donc vous avez dit, cessez d'écrire dans cette langue, adoptez le point de vue des fonctionnaires de la mort programmée. J'ai fait le choix de cette langue, donc il n'était pas le cas de cesser d'écrire dans cette langue. J'ai fait le choix de cette langue et dans mon cas, dans mon projet, il était primordial, et il l'est toujours, qu'écrire la mort en survivance de cette langue devait se faire dans cette langue même et dans aucune autre. C'était en 2011. 10 ans après, dans une interview avec Catherine Cocchio, toujours en parlant de votre activité littéraire, vous avez dit tout ceci, donc cette activité, devait se faire en arménien occidental. C'était une décision, elle faisait partie du choix initial, de devenir un écrivain dans cette langue rescapée à la catastrophe génocidaire. Et je souhaite qu'on s'attarde sur ces choix, mais d'abord, j'aimerais rappeler encore quelques aspects qui me semblent importants. Comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, il n'était pas évident d'écrire en arménien occidental, en diaspora et sur la diaspora arménienne. Il fallait chercher les formes d'expression artistique adéquates. Il fallait trouver votre langage. C'est la relève de votre expérience d'écrivain. Mais il fallait aussi se positionner par rapport à l'arménien occidental appris à l'école. Langue standard très différente de l'arménien qui était parlé dans votre maison et dans les quartiers arméniens de Beyrouth, langue faisant l'objet d'une fétichisation et d'une sorte de sacralisation. Le Makur Haeren, je pense que la salle est plutôt arménophone ici, donc le Makur Haeren, c'est quelque chose que vous avez sans doute entendu. C'est une autre langue que vous utilisez, et je vous cite encore, langue mêlée, donc impure, composite, un mélange d'arménien, de turc, d'arabe, de rudiments d'anglais et de français. Bref, des formes qui avaient été bannies par les cercles officiels à la recherche illusoire et discutable d'une langue arménienne, makour, pure. Cette langue, donc votre langue non makour, n'avait jamais été jugée digne d'être écrite ni d'être portée sur scène. Et si je rappelle cela, l'introduction est longue, mais il s'agit d'informations qui méritaient d'être rappelées et soulignées aujourd'hui. Donc si je rappelle cela, c'est pour souligner, si besoin est, la portée novatrice, et pourquoi pas ne pas dire révolutionnaire, de votre œuvre. D'une façon certes provocatrice, dans les années où le débat littéraire était très actif à Beyrouth, donc dans les années 1960-1970, vous avez dit haut et fort, ou plutôt écrit, mais enfin, qu'il fallait canter les zones, casser la langue. Et cela n'a pas manqué de choquer un écrivain puriste plus âgé que vous, comme vous, collaborateur de la revue littéraire de Beyrouth Ahegan, c'est-à-dire Antranik Zaroukian. Donc, il fallait, je vous cite encore, insuffler de la vie à cette langue par une sorte d'opération de subversion, et cela venait entre autres par l'introduction de l'oralité. Bien entendu, donc oralité, bien entendu, il n'était pas question de transcrire la langue parlée de la coucher par écrit. Il ne s'agissait pas de produire un effort de restitution ethnographique, mais bel et bien d'une entreprise artistique parmi les plus fascinantes. Votre arménien met côte à côte des mots dialectaux, des mots venant du grabar et même d'auteurs parmi les plus difficiles et les plus sophistiqués, comme le poète médiéval Grigor Narekatsi. La langue rescapée a trouvé sa voie dans des formes esthétiques pionnières dans le cadre de la littérature arménienne qui font de cette langue non pas une relique, une épave, mais une langue toujours vivante,
certes en sursis, certes, comme vous dites, étrangement vivante, mais toujours vivante. On reviendra sur le rapport entre langue et catastrophe, mais pour l'instant, mes premières questions sont les suivantes. Comment ce processus de subversion a été reçu au début de votre activité littéraire? Peut-être faudrait-il distinguer la différence entre production et poétique et récit en prose. Et encore, est-ce que ce processus de subversion de la langue reste toujours nécessaire aujourd'hui, 2025? Comment votre langue a-t-elle évolué depuis les premiers récits jusqu'au dernier? Et quel est le rôle de l'oralité? Euh, je pense que partout, dans toutes les littératures, quand il y a euh, des tentatives, comme on dit, comme tu dis, de subversion, il y a des réactions qui sont identiques un peu partout. Donc, ce n'est pas vraiment particulier au monde arménien, mais dans le lectorat arménien, c'est peut-être un peu plus violent. C'est au début de quand j'écrivais, mais les- avec les- quand je publiais les premiers poèmes, mes premiers livres, il y avait quelque chose, je dirais, un silence total. Il y a des livres que j'ai publiés pour lesquels il n'y a eu aucune réaction. Euh, de temps en temps, tel ou tel article, mais en gros, pas de réaction. C'est comme on dit, quand on ne réagit pas, quand on pratique le silence, c'est pour évidemment faire en sorte à ce que cette chose n'existe pas. Mais en même temps, bah, comme j'écrivais, comme je continuais à écrire dans la presse d'abord dans Aegan, Pakin, Harat, surtout pendant des années, bah, finalement, cette chose, ce que je faisais a fini par être non pas reçu, mais comme faisant partie du paysage. On fait partie d'un paysage, même si on n'est pas complètement accepté. Évidemment, je ne vais pas revenir sur les arguments, enfin, non pas les remarques du genre difficile, on n'y comprend rien, etc. Mais bon, il m'est arrivé chaque fois de poser, quand il y a des lectorats, mais par exemple à Berlin ou en Italie, lors des rencontres qu'on qu'on organise, on vous pose la question, mais on ne comprend rien, on comprend rien. Alors ma question est, notamment à partir de ces mails, je pose une question un peu innocente en disant, mais en général, qu'est-ce que vous lisez? Indépendamment de la langue. Hayrenenzat. Qu'est-ce que vous lisez? Souvent, ce n'est pas des gens qui lisent. Et c'est la raison pour laquelle donc on ne peut pas discuter, enfin on ne peut pas parler et prendre au sérieux des remarques de ce genre, puisque les gens n'ont pas l'habitude de lire des auteurs contemporains, je veux dire anglais, français, italien et d'autres, hein. Donc on se trouve devant un lectorat qui n'est pas habitué à lire, mais qui idéologiquement croit, pense que un écrivain arménien doit fournir de quoi alimenter ses désirs, je dirais, idéologiques. Donc, comme de retrouver dans l'écrit des choses qu'il lit en gros dans la presse. Et la presse arménienne bah, fait son boulot, si je puis dire, et a ses habitudes. C'est dire que bah, on a non pas un conflit, puisque je ne donne pas lieu à des conflits. En général, je ne réponds surtout pas aux critiques qu'on fait, parce qu'après tout, la critique est l'exercice de la liberté. Les gens sont libres, mais il y a eu même des articles, bah, comment dirais-je, particulièrement pas très agréables, faits aux États-Unis. Dans les années 80, on traitait ce que j'écrivais, ce que Marc Nichanian, qui est là, écrivait comme des choses euh, euh, mauvais, enfin non arméniens. Ha, ոչ հայ չեն, ասոնք, ha, ասոնք հայ չեն, հայ քրագանություն չեն. C'est pas de la littérature arménienne. Et donc, on met en question, si vous voulez, quelque chose qui va bien au-delà de l'écrit.
Donc, ce sont des réactions. À mon avis, c'est fini, ce genre de réaction. Et moi, je suis parfois étonné de voir que bah, une nouvelle génération cherche des livres qui n'ont jamais reçu à l'époque d'écho dans la presse. Et c'est pourquoi c'est un peu réconfortant, puisque le travail que j'ai fait, que je fais, que d'autres font dans le même sens, euh, a des échos. Mais pour être un écrivain arménien, il faut pendant 20 ans accepter de travailler dans le silence. C'est comme ça. Alors, ça veut dire une persévérance. Euh, bah, c'est le résultat d'un choix. Mais si j'avais écrit en français, probablement les réactions auraient été autres, seraient autres. Par exemple, Sonia traduit les textes euh, que, dont a parlé Anaïs de les 5 volumes avec Soy, Nishan, euh, Harbadze et le nom, enfin le dernier. Bah, j'ai pas l'impression que le lecteur arménien se presse pour lire ces ouvrages. Autrement dit, traduit ou pas, c'est quasiment la même chose. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a un problème de lectorat en général, hein. Je suis d'accord. Donc, il y a vraiment un problème d'électorat en général, d'électorat des gens intéressés à la littérature. Donc vous dites bien un public francophone. Donc, peut-être il faut encore insister, organiser encore plus des rencontres et de les organiser, non pas dans nos cadres arméniens, mais en dehors. Mais comment faire? Il y a déjà eu des projets, il y en a encore, bien entendu. C'est-à-dire que, en fait, moi, je fais le choix d'écrire de cette manière. Les gens ne sont pas libres, sont libres de ne pas lire. Je n'écris pas des romans traditionnels, chronologiques. Vendredi dernier, j'ai fait déjà allusion à à cet positionnement qui a été toujours le mien, c'est-à-dire de mettre en question le récit au sens chronologique, hein, au développement. Et donc, en plus, j'avais fini par dire que dans le dernier, dans Bara, j'ai voulu montrer que j'étais capable de faire un récit chronologiquement qui tienne la route. Donc, autrement dit, c'est pas tellement un problème de récit, d'a priori, mais simplement le lectorat. Écoutez, quand votre lectorat ne lit pas les auteurs sud-américains, allemands, ou en général français d'aujourd'hui, que voulez-vous? On ne peut pas demander à ce lectorat de faire l'effort d'aller au-delà. Oui, on doit le demander. Il faut qu'il le fasse, cet effort. Alors, à nous de savoir de quelle manière on peut le promouvoir. Mais je suis d'accord avec vous sur un moins en moins d'intérêt, en fait, pour la lecture. La lecture demande du temps, vous êtes d'accord? Enfin, il faut prendre du temps. Alors, moi qui fais toujours la navette, j'ai toujours fait la navette toute ma vie, depuis l'école maternelle jusqu'à maintenant. Et je vois de plus en plus de gens qui sont derrière le téléphone. Et je dis pas que moi aussi, des fois, et je sors mon téléphone ou l'ordi pour envoyer un email, comme ça c'est fait, je rentre à la maison, j'ai moins de choses à faire. Mais il y a quelques années, c'était des livres qu'on avait tous entre nos mains. Donc voilà. Mais ne discutons pas de cela. Restons focalisés sur votre œuvre, votre œuvre. Et je voudrais parler vraiment de quelque chose qui a été pour moi une grande découverte. Donc, il y a un lectorat. Attends, je dois boire. Des gens qui ne connaissaient pas l'arménien, qui l'ont appris à un certain moment de leur vie et qui ont découvert peut-être tout d'abord l'arménien standard, parce que voilà, moi aussi j'ai suivi des cours, et à un certain moment, j'ai découvert vos pages. Les difficultés n'étaient pas liées à l'arménien makour, celui-là je l'avais appris, bien ou mal. C'était tous les mots qui venaient de dialecte. Alors là, vraiment, je n'avais pas de vécu, je ne pouvais pas demander à des gens de ma famille, et alors, bon, il y a quand même des moyens, on a des dictionnaires spécialisés, et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Donc, le fait justement que vous avez introduit le dialecte
en fait. Et c'est pas seulement une question linguistique, c'est pour ça que je disais, c'est pas le travail d'une restitution ethnographique, loin de là, ça n'a rien à faire. Alors c'est vraiment déjà une volonté d'écrire à propos de la catastrophe. Et vous l'avez dit, bon, je vous ai beaucoup cité, ne citons pas encore, enfin, je vous résume. S'il faut vraiment rendre la voix à tous ces rescapés, eh ben, il faut les faire parler dans leur langue. Et on le sait, parmi ces rescapés, il y en avait qui parlaient, qui n'étaient pas alphabétisés, il y en avait qui parlaient même plus le turc que l'arménien et qui parlaient justement des dialectes. Et comment faire pour introduire ces dialectes dans cette œuvre? C'est vraiment quelque chose qui m'a fascinée. Et il y a en particulier le dialecte d'un personnage très attachant, c'est Antika. Alors je me réfère au premier de vos Badumner. Antika, donc c'est un récit qui est structuré en trois parties. Il y a trois personnages féminins protagonistes. Deux sont liés donc à la même famille, la famille du narrateur. Et le troisième personnage, c'est Antika. Déjà avec ce nom très insolite, peut-être vous nous direz pourquoi vous avez choisi le nom Antika, mais mes auditeurs arméniens étaient très surpris de ce choix. Antika parle et l'antique verbal. Alors, je connaissais le paneux. Moi qui venais du grabar, pour moi, ban, c'était le logos, c'était vraiment le verbe. Et puis, j'ai découvert que paneux, c'est vraiment, voilà, ce qu'on dit quand on n'a pas les mots, il ne vient pas tout de suite. Mais Antique, elle ne dit pas paneux, elle dit ike. Et ce ike devient non seulement en fait, quelque chose qui la caractérise, donc c'est sa langue à elle, donc fait partie du dialecte à elle, mais c'est aussi le mot qu'elle utilise quand il y a un mot qui ne vient pas, et elle l'utilise aussi quand elle ne veut pas dire ce qu'elle devrait dire. Et il y a un passage très vraiment magnifique que j'ai fait traduire à mes élèves et j'ai aussi voulu qu'on l'entende. Donc, je l'ai laissé lire à des auditeurs qui venaient l'une du Liban et l'autre d'Alep. J'ai voulu qu'on l'entende justement dans le cadre d'une institution universitaire, donc se parler de Antica. Et c'est un... Donc elle parle, elle utilise ce mot ike, truc, paneux, et ça provoque une sorte de moquerie de ceux qui l'entendent. Il y a surtout une moquerie un peu bienveillante quand même de la part du narrateur. Alors, il faut savoir que le narrateur, dans ce mère, il est encore enfant. Il fréquente bien sûr les gens de sa famille, mais le seul personnage qu'il fréquente régulièrement en dehors de sa famille, c'est précisément Antika. Donc, il va régulièrement lire le journal et donc il y a un contact qui passe à travers la parole. Alors, lui, il permet à Antika de connaître les nouvelles de l'actualité à travers la lecture du journal. Et puis, il écoute aussi Antika qui lui parle. Et il provoque son énervement parce qu'il sait qu'elle va prononcer ce hic. Mais justement, il y a comme voilà, quelque chose que je voudrais que vous nous expliquiez sur le choix de ce dialecte, le fait de laisser parler le personnage à travers leur idiome, en fait. Euh, il s'avère que Antica, c'est le premier récit quand j'ai terminé, j'étais convaincu que c'était bon. Parce que j'avais essayé plusieurs et je n'étais pas convaincu moi-même. C'est dire que bah, j'avais des réserves par rapport à ce que j'avais essayé de faire par ailleurs. Or, avec Antika, c'était une femme d'Erzurum. Erzurum avait il y avait sur la colline, je dirais, la colline était occupée majoritairement par des gens d'Erzurum. Il y avait donc plusieurs familles, et puis même le directeur de l'école était un Erzurumci. À part ça, il y avait sur la colline peu de gens de la Cilicie. La deuxième catégorie, c'était les gens de Daron. Daron, Mouche, les Mouchetsi. Évidemment, Antika, bah, c'était son seul langage, si je puis dire, le parler d'Erzurum. Et quand bah, j'étais habitué à comprendre, étant donné que c'est un dialecte quand même très proche de l'occidental. La construction de la phrase, les conjugaisons, les déclinaisons sont assez proches. Simplement, c'est la phonétique qui est différente. Parce que dans le dialecte Zurum, on a gardé les trois, comment on appelle ça dans le langage en linguistique, les trois consonnes. Pe, voilà. Et donc, bah, c'était pour notre oreille habituée à l'occidental, ça sonnait un peu étrange.
C'était Hayastani Hayeren, ça ressemblait un peu à ça. Oui. Mais évidemment, tout le vocabulaire était un vocabulaire qu'on comprenait. Donc, alors évidemment, l'enfant, le narrateur ne comprend pas non plus ce hic, mais qui est quand même étrange. C'est un élément étrange dans la langue commune. Et donc, je ne vais pas reprendre la scène, puisque cette scène, elle est construite autour de ce hic, c'est-à-dire cette chose qu'on ne peut pas nommer. Ikadu. Elle dit Ikadu. Au lieu de dire Asigadur, Inzidur, elle dit Dou. Je signale que dans le dernier récit d'Ambara, il y a aussi une femme d'Erzurum qui est d'ailleurs sa rivale, si je puis dire. Elle habite en face, elle danse. C'est Marie. Et il y a entre ces deux femmes une sorte, alors Marie voue une sorte de vénération face à Antika, qui apparaît comme un personnage, elle parle très peu, mais qui a une certaine autorité, avec avec ses cheveux tout blancs, la peau évidemment très blanche, enfin, elle devait être blonde. Et puis, comme on rencontre parfois aussi en Arménie, des femmes d'une certaine robustesse, hein. Elle était grande comme femme, c'était une femme qui impressionnait. Et elle passait pour nous, elle avait le rôle, enfin pratiquement, on la traitait comme une grand-mère, j'avais pas de grand-mère. Elle jouait plus ou moins le rôle de grand-mère. Quand Antika décidait de quelque chose ou quand elle allait venir quelque chose, les règles de la maison changeaient. Donc, c'est elle qui surveillait la composition du kata. Enfin, qu'on fait pendant les fêtes, des fêtes. Elle était toujours là, même si la maman ne l'appréciait pas tellement, parce qu'après tout, elle jouait le rôle de la belle, de la mère, de la belle-mère. Et que, entre la bru et la belle-mère, les réactions sont toujours un peu compliquées. Mais Antika était une femme très forte. Le récit traite de cela, mais il est vrai que la langue joue un rôle primordial. Alors, pourquoi? Pourquoi cette présence massive, je dirais, mais il y a une chose, c'est que je voudrais quand même mettre en garde certains lecteurs, il n'y a pas de phrase complète dans la langue d'Erzurum. Ah, c'est, j'ai toujours essayé de donner la couleur de cette langue et non pas des phrases entières, parce que les phrases entières, on pourrait ne pas comprendre. Comme d'ailleurs dans le dialecte de Mouche, ces phrases-là seraient incompréhensibles. C'est la raison pour laquelle, évidemment, les phrases sont construites de telle manière à ce que le lecteur se trouve devant une sorte d'étrangeté dans sa propre langue, et ça sonne comme le dialecte, mais en réalité, c'est pas le dialecte pur et dur d'Erzurum. Mais à des moments donnés, quand elle est en colère, comme d'ailleurs Marie, évidemment, son dialecte arrive. Et donc là, l'auteur enfin l'écrivain doit faire attention pour donner justement ce côté, cette émotion qui apporte la langue, le dialecte. Et donc, on n'intervient pas. Donc le nom Antika. Ah, alors, Antika, au fond, c'était très curieux, son nom. C'était son nom. Antika, c'était son nom. C'était son nom. Son nom. Et On il est semble, fort. et il semble, une fois j'étais en Arménie, il semble que chez les gens d'Erzurum, c'était un nom relativement répandu. J'ai même rencontré une femme, pas rencontré au sens où j'ai entendu parler d'une femme originaire d'Erzurum, enfin dont les parents étaient originaires d'Erzurum et dont le nom était Antika. J'étais sidéré, puisque c'est comme si vous retrouvez une partie de votre De vos enfant. conférences, oui.
Ça fait une sorte d'anachronisme étrange. Donc, Antica était, je suppose que ça a le nom de, ça a le sens de quelque chose de précieux. Antica, ça veut dire non pas seulement vieux, mais précieux. Tangaki. C'est ça que ça D'accord. veut dire, je pense. Mais pour nous, d'ailleurs, je connaissais pas son nom de famille. Après la publication de mon ouvrage, bah, je me suis dit, il faudra même que je cherche son nom et son nom de famille. Et je me suis adressé à une personne qui était encore sur la colline pour dire comment elle s'appelait, son nom de famille. Je l'ai noté, mais je ne me rappelle pas. Même maintenant, pour nous, Antika, c'est nom, prénom, famille et tout. C'est Voilà. tout Oui. Erzurum réuni en une en un seul corps. Le plus étrange, c'est qu'elle n'avait pas de maison. Elle habitait dans une espèce de chambre triangulaire, enfin c'était ce que j'appelle la chambre triangulaire, et elle recevait toutes les femmes du quartier, mais bah, sa chambre était un lieu de passage, puisqu'il y avait à côté une boutique, et les gens passaient par chez elle. Voilà. Vous voyez comment des fois on étudie un texte et puis on sait bien qu'il y a tout l'aspect autobiographique, mais c'est quand même un texte qui a aussi de la fiction. Donc je dois vous dire, hein, on s'est tous posé la question, qu'est-ce que Grigor Beledian a voulu dire en choisissant le nom Antica pour ce personnage? Et donc voilà, là on découvre que c'était son vrai prénom. N'empêche que vous en faites quelque chose dans la construction justement du récit. Et c'est justement là tout le travail de l'écrivain. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y a vraiment un rôle essentiel qui est associé à cette figure à propos du récit de la catastrophe. Déjà, il faut rappeler plusieurs choses. Mais tout d'abord, en lisant et en rélisant Semereux, j'ai vu qu'il y a peu d'allusions, certainement très peu de descriptions de la catastrophe. Elles entrent parfois presque par effraction. Elles sont très brèves. Il y a le récit un peu court de Virginie qui parle de l'arrestation de la mort de son mari. Et puis, vers la fin de l'œuvre, vraiment vers la fin, et c'est sans doute, vous me direz si j'ai force ou pas, c'est sans doute une position fondamentale, il y a le récit de Antique. Et là aussi, une chose qui m'a... Donc, c'est un récit oral qu'elle fait dans sa langue. Donc, c'est un récit qu'elle fait habituellement. Elle le fait habituellement. Il y a vraiment une insistance sur le fait qu'elle le répète presque comme une litanie. Elle le répète tellement, à tel point que la mère du narrateur, elle dit, oui, mais on l'a entendu, cette histoire. Donc, plutôt du style, voilà, on ne va pas la répéter. Par contre, le narrateur, encore enfant, donc dans ce premier récit, Semer, lui, il ne se lasse jamais. Et il y a une phrase magnifique dans laquelle deux mots fondamentaux sont juxtaposés. Il y a le mot Badmutiun, mais ce Badmutiun, le Badmutiun, justement, le récit antique, hein, il devient un hékiat pour cet enfant qui attend. Il veut l'écouter. Il veut l'écouter aussi parce qu'il sait qu'à chaque fois, il y a des changements. Donc, c'est un discours souvent répété, un récit souvent répété. Et parfois, il y a des modifications. Il y a des modifications. Et lui, il connaît très bien ce récit. Et il le dit dans le texte. Donc, c'est justement votre travail des constructions de ce passage, long passage. Il dit, il connaît très bien ce récit. Il s'aperçoit du fait qu'il y a des modifications. Et c'est là, il dit, en fait, c'est comme des petites interventions déjà du narrateur au milieu d'un récit qui est celui-là plus construit. Je vous en parlerai plus en détail. Et déjà, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que nous n'avons pas uniquement le récit d'Antique, donc qui raconte comment elle et sa famille, comment ils ont été arrêtés, comment ils ont été déportés. Et on retrouve dans la description aussi des pages qui nous permettent, enfin, qu'on peut lire aussi à la lumière de ce que nous savons, par exemple, grâce au travail des historiens, Kevork Kevorkian. Donc, il y a la description de ces sites abattoirs. Voilà, on sait comment travaillaient les bourreaux. Les Kurdes arrivaient, ils ont pris les hommes, ils ont, voilà, égorgé. Donc, il y a tous les détails qu'on connaît à travers d'autres reconstructions historiques, mais c'est un autre travail d'écriture que nous avons là. Et donc, elle raconte cela. Ce n'est pas seulement ce récit que vous donnez, mais de temps en temps, on voit, il ne faut pas l'oublier, on voit toujours la présence du narrateur, c'est-à-dire de celui qui fait l'exercice d'écoute. Et c'est là quelque chose de fondamental. Donc, c'est vraiment un récit voilà, qui est reçu
dont ce narrateur est l'héritier, et c'est tout un terme en fait que vous utilisez. Donc c'est vraiment cet exercice d'écoute qui est fondamental dans le processus de transmission de ce récit, donc un récit qui est oral, qui contient beaucoup de non-dits, qui contient non seulement des modifications, mais contient aussi des choses qui ne sont pas dites, et c'est intentionnel. Donc il y a beaucoup de non-dits, des silences. Alors il y a ce récit oral, mais que vous couchez par écrit, dans une construction très particulière. Et déjà, je me suis questionnée pourquoi Antica, donc Virginie déjà, elle a donné un récit des arrestations, de la mort de son mari, mais c'est Antica que vous donnez le rôle principal, si je dis comme ça. Peut-être vous direz, ben, c'est comme ça que ça se passait, alors je vais être un peu déçue, mais quand même, j'insiste dans mon analyse de l'ouvrage. Donc, je me suis interrogée sur le rôle d'Antica, parce qu'Antica, elle est vraiment, il y a plusieurs expressions, je les avais recueillies, mais enfin, elle est un peu comme la gardienne du quartier, la gardienne. Non seulement la gardienne, elle sait tout ce qui se passe, tout le monde doit passer à côté d'elle et la saluer. Et elle est comparée, il y a une expression, je ne la retrouve pas, mais je la connais, c'est-à-dire elle est comme la mer d'or. Non, en fait, ma mémoire n'est pas si bonne que ça, mais enfin, il y a une citation, en fait, celle-là, je l'ai reconnue tout de suite, c'est une citation d'Agathonge, donc un historien du 5e siècle, qui parle du culte de la déesse Anahit. Et vous savez, vous ne le savez pas, c'est Agathonge qui nous le dit, l'Arménie accordait à Anahit un rôle fondamentale. C'est vraiment à elle que l'Arménie tout entière devait toute sa prospérité et toute sa vie. Donc, ce n'est pas une déesse quelconque. Et donc, toute la communauté arménienne de Beyrouth devait, enfin, s'approcher d'elle, la saluer comme un Anaït. Donc, c'est vraiment une figure qui est symbolique. Et vous me direz si je me trompe. En tout cas, c'est mon interprétation. Donc, vous me direz si j'efforce l'interprétation. Et c'est le fait que elle acquiert ce rôle aussi symbolique qui donne à son récit, dès la catastrophe, quelque chose de fondamental. Alors, il y a eu d'autres tentatives d'écrire le roman de la catastrophe. Agop Ochagan a beaucoup écrit avant d'essayer d'écrire le roman de la catastrophe. Il soulignait qu'il y avait beaucoup de difficultés, entre autres le fait que le monde de la catastrophe, en fait, c'est le monde de la multiplicité. Et bon, il y a beaucoup d'écrits de votre plume, de la plume de Marnichanian. J'ai réfléchi aussi là-dessus, sur le fait que comment rendre le caractère incommensurable de la catastrophe. Et alors, on arrive, donc en suivant la lecture de votre texte qui nous interpelle à plusieurs niveaux, on arrive vers la fin, donc la dernière section. On trouve Antica, ce personnage qui s'est construit, donc au fil des pages, et c'est elle, ce personnage, cette nouvelle Anaït, ce personnage central pour la communauté, mais surtout un personnage qui est en dialogue avec cet enfant, qui devient l'héritier de ses discours. Voilà, c'est elle qui fait son récit. Chaque fois, il y a des différences. Ce n'est pas un récit qui veut prouver quelque chose. C'est le récit d'une rescapée qui a besoin de raconter, raconter et raconter. Elle le fait devant cet enfant. Elle lui parle vraiment, elle le voit, elle ne le voit pas. Il y a des remarques qu'on voit, au fond, elle donne des détails qui étaient un petit peu, peut-être pas à proposer à un enfant, justement. Et là, on a l'impression que c'est plutôt son besoin à elle de parler, mais en même temps, vous dites, enfin, c'est les réflexions du narrateur qui parle, est-ce qu'elle fait de moi, non seulement l'héritier de ce récit, est-ce qu'elle veut que je devienne le veilleur? Donc, c'est le mot huskor, et c'est un mot qui vient de la poésie médiévale. C'est créois de huskor, veilleur. Et je ne sais pas, enfin, il est utilisé aussi pour parler de Grégoire de Narek, mais enfin, je voudrais que vous nous parliez un peu déjà de ce récit oral, donc d'Antica, donc récit de la catastrophe, dans cette construction, donc dans cet exercice d'écoute de l'enfant narrateur. On saute une génération, hein. Ça aussi, il faut vraiment le souligner. La mère, bon là, c'est OK, on la connaît cette histoire, allez, arrête. Mais le petit enfant, de cette mémé par adoption, mère substitutive, lui, il ne se lasse pas. Il devient l'héritier et il ne se lasse pas d'écouter. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter un peu tous ces longs passages formidables? Euh, je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais voulu écrire le roman de la catastrophe, ni la catastrophe, comme représentation d'une chose, de choses comme ça, puisque je ne l'ai pas vue. Je refuse, je n'ai- je refuse d'aborder des sujets que je ne connais pas, que je n'ai pas vus, dont je n'ai pas l'expérience. Donc, mais
ce qui m'intéresse, et tous ces personnages m'ont toujours intéressé, dans la mesure où eux-mêmes, ils avaient vécu quelque chose dont j'étais un peu témoin. C'est la raison pour laquelle cela m'intéressait. Et donc, on pouvait aborder un sujet difficile dont donc Oshagan a montré toutes les difficultés et donc qui ont fait qu'il n'a jamais pu aborder ce sujet dans le troisième volet de Menatsortat. Eh ben, moi, dès le départ, je refusais la représentation. Je préférais aborder ce sujet un peu éloigné euh, à travers des personnages qu'il avait vécus. Et d'ailleurs, au début, mon projet n'était pas du tout d'aborder les événements de 1915, 18, 20. C'était simplement d'écrire un peu ce que j'appelais l'histoire de la période 1945-1965. C'était la période qui m'intéressait dans cette colline. Mais petit à petit, je me suis aperçu que cet a priori était tout à fait insuffisant, puisque les gens, en réalité, avaient vécu quelque chose dont les conséquences ou les effets, l'impact se jouait au présent. Et donc, il fallait davantage aborder cette, cet événement lointain à partir du maintenant. Et c'est la raison pour laquelle donc je n'aborde pas cette euh, comme le font, il y a des romans qui sont parfois écrits avec beaucoup de talent, hein, en français ou en d'autres, mais moi, je trouve que c'est pas ce que j'ai voulu. De toute façon, c'est pas mon propos. Disons, quant au récit proprement dit, le récit n'est jamais figé. Le récit se forme constamment. D'ailleurs, les personnages, ce qu'on appelle les rescapés, les survivants, bah, répètent. À chaque fois, ils ajoutent quelque chose. Alors moi, mon idée n'était pas de reconstituer leur histoire en éliminant toutes les répétitions, mais non, au contraire, essayer de conserver ce côté répétitif qui fait partie de la chose même, hein. Parce que aussitôt que vous choisissez d'éliminer les répétitions, enfin, eh ben, vous, vous trahissez. Il faut conserver des éléments qui sont dans le discours oral, parce que le discours oral n'est jamais établi, pas fixe. Et même les phrases sont parfois déficientes, bah, il leur manque tel ou tel élément. Bah, j'essaye de garder cela, et évidemment, beaucoup de lecteurs voudraient trouver, par exemple, du genre, bah, Aravoder. Ժամը ասինչ ժամը 7-ին երբ որ թուրք զինվորները ներկայացան մեր քյուղը եւ այլ, c'est-à-dire on fait un récit que les gens n'ont jamais vécu comme tel, hein, et qu'un œil extérieur le fait à leur place. Évidemment, c'est très commode pour le lecteur qui se trouve presque en terrain connu, mais c'est pas ce que je cherche. Moi, je voudrais, mais j'ai toujours voulu mettre le lecteur dans la chose même, pas devant la chose, mais dans la chose même. C'est pourquoi quand Antica commence par Ika, Ika, ben, on est en pleine scène. On appelle ça dans un langage un peu technique, in medias res, c'est-à-dire dans les choses mêmes. Au lieu de donner un commencement au récit, on prend le récit là où il est. Et puis, bah, on fait ce qu'on appelle des prolepses, c'est-à-dire soit on revient à des moments donnés, mais sans, par exemple, du genre, pour comprendre cette chose, ասպան հասկանալու համար պետք է քանի մդարի առաջվան պատմությունը բանանանք, il y a des choses comme ça, hein. Et donc barre, j'ai fait des choses comme ça avec beaucoup d'ironie. Parce que, évidemment, c'est une technique très traditionnelle. Ça existe aussi dans le roman anglais.
N'est-ce pas? Quand on arrête le récit, on dit ben, maintenant on va prendre le récit d'il y a 5 ans. C'est quand même assez commode. Et puis, ça permet au lecteur de non seulement de souffler, mais de prendre un peu de distance par rapport à ce qui est raconté. Voilà des problèmes comme ça au niveau du récit, d'un récit fragmenté. J'ai voulu un récit fragmenté, avec une chronologie fragmentée, avec beaucoup de ce qu'on appelle changement temporel sans cesse. Évidemment, la chose est poussée très loin dans un Lesvistag, où dans chaque phrase, on passe d'un thème à un autre dans la même phrase. C'est-à-dire la construction de la phrase est telle que on peut passer d'une observation que fait le personnage à un élément du paysage et ou à une situation historique. Donc ça fait une construction un peu, j'avoue, oui, un peu complexe, mais vous savez, c'est une gageure. Parvenir à faire ce qu'on veut, c'est tout l'intérêt du travail littéraire. Si on veut raconter des histoires, bah, déjà, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages. Je signale, dans toutes les familles, il y a des témoignages. D'ailleurs, des textes. Chacun garde l'histoire de sa famille. Il y a bzdik des drakmane, ame marque bahé adiga, hyper antanikim bat mutuna. N'est-ce pas? Mais bon, ça c'est tout à fait légitime. Mais est-ce que on peut pas faire autre chose? Et oui, c'est une écriture exigeante, comme on dit. Elle est exigeante pour les lecteurs. Effectivement, on apprend quelque chose autour d'une situation, d'un personnage, beaucoup de pages plus tard. Exigeante sans doute pour la traductrice, exigeante tout d'abord pour l'écrivain, parce qu'évidemment, l'effort principal est le vôtre. Et, vous avez parlé des dédragues, alors peut-être c'est le moment de parler du... Et je voulais justement le mettre en miroir avec ce récit oral des Antica, mais en même temps un récit oral que vous avez su mettre par l'écrit dans une situation qui est fondamentale. Vous dites bien combien de témoignages oraux, enfin, on va le dire, combien de témoignages oraux ont été recueillis, on sait dans quelles archives on peut les trouver. Justement, c'est pas la même chose, c'est pas la même démarche. C'est le fait que vous avez inséré cela à l'intérieur d'une œuvre littéraire. Et c'est justement la construction de mettre le lecteur aussi. On est aussi confronté à cet exercice d'écoute. Et c'est vraiment quelque chose, évidemment, c'est pas le roman de la catastrophe, mais c'est quelque chose là où Chagan n'a pas réussi à faire, à achever son propos. Et bien là, il y a une autre manière d'affronter l'écriture de la catastrophe qui arrive plutôt en Hachorutyun, donc un succès. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Et puis le cahier, alors des Drac, donc le cahier de Mariam. Alors d'un côté, je disais, il y a le récit oral, mais mis par l'écrit, voilà, par l'écrivain. Et puis, il y a le cahier de Mariam. Mariam, en fait, c'est un personnage qui est fondamental, même s'il ne donne pas son nom à aucune des 3 sections. Mais vous avez écrit dans des interviews, en fait, que vous vous étiez concentré sur cette figure. Alors, c'est la fille d'une des 3 dames d'un certain âge. Elle a eu tout un sort très malheureux, mais enfin, on ne va pas résumer tous ces détails, ou si, on verra. Mais c'est elle qui met par écrit dans son dédrague, dans son cahier, elle met par écrit, ben voilà, témoignage, donc de déportation, l'arrivée un exil. Et puis ce dédrague, alors c'est ce récit, en fait, donc mis par écrit. Pourquoi c'est Mariam qui l'écrit? Parce qu'elle avait reçu une certaine éducation. Quel bel arménien tu parles, ma fille. Donc il y a une fierté même dans la famille. Donc c'est elle, en fait, qui écrit ce récit. Il y a des situations dans lesquelles on voit que la famille ou d'autres membres se réunissent souvent pour entendre la lecture de certaines pages de ce récit. Donc, en fait, tout le monde le connaît, parce que tout le monde, en tout cas ceux qui ont l'habitude de se réunir autour de la lecture, et ça aussi c'est quelque chose de fondamental. Et en même temps, on fait trop confiance au fait qu'il y a ce récit-là, il est là, il existe, tout va bien, tout a été mis par écrit. Malheur des malheurs, le dédrague a été prêté à quelqu'un qui ne l'a plus jamais rendu. Et alors voilà, toute cette mémoire confiée uniquement à cet écrit montre toute sa fragilité. Et donc justement, il y a ce dédrague avec ce récit qui se situe donc à un autre niveau qui acquiert un autre statut, un autre niveau d'écriture. Et donc ne vous attendez pas, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est mère, j'espère que tout le monde l'a lu, mais enfin, ne vous attendez pas donc à une mise en abîme
vous ne pouvez pas lire les pages. Et c'est là la force, justement, de ces cahiers qui a existé, qui existent et qui n'existent plus. Et donc, je pense vraiment qu'il est intéressant de le mettre en miroir avec le Résurrect. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelque chose ou c'est... L'histoire de Mariam, évidemment, Mariam était la fille de Virgin, non, elle était la on- fille d'Elmon, et ce sont deux sœurs, Elmon et Virgin, qui ont pu rescaper, et donc avec leur fille. Donc il y a la mère du narrateur, sa tante, Vatui, qui fait dont l'histoire est racontée dans le Yerkouk. Et puis, il y a Mariam, qui est la plus grande des filles. Elle devait avoir quelque chose comme 12 ans, qui maîtrisait la langue et qui avait écrit. Donc, alors, ce qui m'intéressait évidemment, c'est que, sur le plan, si je puis dire, théorique, c'est que aussitôt qu'il y a une catastrophe, il y a écriture. C'est comme si entre les deux événements, il y avait les deux événements, enfin l'écriture aussi est un événement, il y avait une relation extrêmement intime. Quand on vit ici une situation extrême comme celle-là, évidemment, il y a tout de suite apparaît la nécessité d'en rendre compte par écrit. Peu importe que ce soit pour publier, que ce ne soit pas pour publier. C'est comme si, dès le départ, l'écriture apparaît comme le lieu où on prend conscience de la chose. Et d'ailleurs, ça se vérifie aussi chez les écrivains qui ont vécu, Andonian et d'autres, sur le champ même, enfin, sur le lieu même, si je puis dire, de la catastrophe du crime, bah, ils songent à écrire, c'est-à-dire à réunir des informations. Évidemment, Mariam et Andonian, c'est pas pareil. Hein, il ne faut pas faire des amalgames faciles, mais il y a entre les deux, entre l'écriture et la catastrophe, une relation assez intime qui laisse, qui laisse, qui permet de penser. Euh, alors, pour ce qui est du texte de Mariam, et d'ailleurs, de Mariam, on ne connaît pas grand-chose. Ah, on a des photos de Mariam, et des photos de son enfant, de sa fille, Zarganouch, de sa famille, enfin de son mari, ainsi que sa belle-mère de Belfort. Enfin, des photos qui sont arrivées à Beyrouth dans les années 30. Et puis un jour, Mariam bah, est morte. Ben, et puis, ces photos se trouvaient dans l'album des photos. Évidemment, Christian m'a posé samedi, vendredi dernier, mais pourquoi donc je n'avais pas pris la peine d'aller à Belfort pour faire une enquête sur Mariam, euh, euh, comme je n'ai pas fait pour le personnage de Berjoui dans le Américain. Bon. Évidemment, c'est une question pertinente, mais il s'avère que cela ne m'intéressait pas du tout. Qu'est-ce que j'allais retrouver en allant à Belfort, puisque je n'avais même pas le nom de famille de Mariam. Ah, Mariam, comme disait la mère du narrateur, elle est partie dans l'air. Ah, Urkenatchen. C'est une sorte de disparition totale et qui fait sans laisser de traces que les quelques photos qui sont restées. Donc il y a le cas de Mariam, si vous voulez, c'est la catastrophe c'est la catastrophe qui vient après et qui se poursuit. Donc évidemment, moi je ne dis pas, j'essaie de ne pas dire en des termes aussi brutaux que ça, mais bon, ça revient à peu près à ce que j'essaie de décrire. Mais Mariam Darganouche, qu'elle est devenue, vous savez, j'ai fait quand même des recherches dans Harach, hein.
concernant les Arméniens de Belfort et des villes avoisinantes, bah, je n'ai pas trouvé d'éléments satisfaisants. Vous savez ce qu'il y a? C'est que, en réalité, je fais toujours des recherches dans les journaux pour écrire quelque chose. Je fais un travail euh, dans les bibliothèques, dans les journaux, revues, dans les bouquins aussi. Euh, eh ben, c'est à cause de ma formation universitaire. On est habitué à manipuler les dossiers, les bouquins, les journaux, et ce qui fait que, bah, avant d'écrire, il faut savoir ce dont on va parler. Euh, je, par exemple, je refuse des erreurs du genre qu'un tel, un X que je ne vais pas nommer, qui a écrit un roman sur les événements de 1909 à Adana et qui fait que, évidemment, c'est une histoire d'amour entre un Arménien, une Arménienne et un Turc, eh bien, fait une bêtise, à mon sens, en disant qu'à cette époque, ce jour-là, le jour où arrivait le jeune homme, eh ben, il faisait extrêmement chaud à Adana. Bon, à Adana, au début d'avril, je n'ai pas l'impression qu'il faisait chaud. Mais bon, c'est un a priori romanesque. L'auteur s'était permise de faire une chose comme ça. Je me méfie de ce Oui. genre de situation. Il faut maîtriser la géographie, le climat, les événements. Il faut aussi la situation, l'histoire. En réalité, ne pas raconter, je ne raconte pas l'histoire dans son ensemble, l'histoire des Arméniens, je ne raconte pas. Mais je reste quand même très attentif à ce qui se passe autour. Et là, merci parce que vous nous mettez justement, non l'immédiat stress, mais dans votre travail d'écrivain, on aime bien vous voir à l'œuvre. Donc, non seulement pouvoir vous lire en arménien, dans les traductions françaises, mais aussi justement dans votre travail. Donc, je crois que je vois que Marc commence à donner des signes d'impatience, non? Est-ce que j'ai encore le temps pour une question? On a tous envie d'écouter écouter un arménien, mais au moins, parce que donc on a beaucoup parlé du premier récit. Je vais vous dire, j'avais envie de parler du poème, mais je pense qu'on va garder. Donc, quel poème? Le poème Angerovur de Les Zooms. Donc, c'est un poème magnifique, très dense, difficile. Comme je vous ai dit, on l'a traduit donc avec un petit groupe d'étudiants. J'ai vu que Taline Bosgerichan est en ligne, alors Taline Parev. Elle a traduit donc avec un autre dont j'oublie le nom, Mills, je crois. Donc, elle a traduit en anglais. Magnifique traduction donc de ce poème. Je puis me procurer donc la revue dans laquelle il est apparu, donc Shonravo Rutsuner, Tallinn. Si j'ai peut-être un jour j'aurai un peu de temps et j'oserais mettre en bonne forme une traduction italienne. Il est temps aussi qu'on vous traduise en italien. Minas, Lurian, un autre, je veux tous les noms. Hein. Il faudrait quand même qu'on s'y mette un peu et qu'on commence à vous assurer une réception aussi en milieu italophone, enfin, au-delà de la communauté des Arméniens d'Italie qui parlent encore l'arménien. Mais peut-être une question sur votre passage est-ce que c'est un passage, transition de la poésie à la prose. En fait, transition. En même temps, c'est vrai que le premier récit en prose a été publié en 1997, 97, 80, bon, enfin 97, mais quand même, vous l'avez déjà entamé beaucoup de temps avant. En fait, comment se fait cette double écriture, prose, poésie, comment vous articulez cela? En quelques mots, c'est une grosse question, mais Je vais essayer de répondre. Je vais essayer, puisque bah, ce genre de c'était au début des années 80, c'était au début des années 80, enfin 80 même, où j'avais décidé, enfin, je disais vendredi, j'avais 45 ans, il fallait soit réaliser mon projet ou alors l'abandonner. Ou alors, et je ne voulais surtout pas être un poète lyrique. J'avais horreur de la poésie lyrique. Hein. Dire ses états d'âme, des choses comme ça ne m'intéressait strictement pas.
Donc, il fallait faire autre chose. Le récit, donc j'ai commencé à faire des petits textes. Au début, je n'étais pas satisfait. Certains ont été publiés. Et donc, d'ailleurs, Bara, le dernier, est la reprise 30 ans plus tard d'un récit que j'avais publié, que j'avais estimé raté. Après, il était raté quand il a été publié, mais à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte qu'il était mauvais. Mais après la publication, je me suis rendu compte, Iscabes Kesher era Siga. Donc, bah, ça arrive. J'ai dû faire des tentatives, mais c'était d'ailleurs Harout, j'ai dit vendredi, c'est Harout qui était à l'origine de la reprise. Nous étions à Athènes. Un jour, il m'a dit, mais il y a ce texte que tu as publié dans la revue des écrivains, le numéro 3. Pourquoi tu ne le reprends pas? Inchu Cesar Nergornored. Alors, comme c'est un ami, comme on dit, Inka la scène, la la plebingas, oui, n'est-ce pas? C'est une tournure en arménien. Alors, j'avais réfléchi beaucoup sur cette affaire, mais comme j'étais en train d'écrire America, je me suis donné un peu de temps pour prendre du recul. Et puis, un jour, j'ai repris, c'était dans l'ordinateur le texte, et puis bah, je me suis dit, ah, tiens, je peux le travailler à condition de refondre totalement ce que j'essayais de réussir. Alors, dans ces années-là, je ne voulais plus écrire des poèmes. Je ne voulais plus. C'est pas la même chose. C'est une autre manière de penser. Hein. La poésie et la prose, ça ne se pense pas de la même manière. Et comme je pense que la pensée était pour moi un élément important, l'élément le plus important, donc j'ai abandonné, j'ai cessé d'écrire euh, pendant jusqu'à l'an 2000 et quelques. Et puis il y a eu ces événements en Turquie où il y a eu cette espèce comment dirais-je, de retrouvailles fraternelles entre Arméniens et Turcs. Ça doit être dans les années 2005-2006. Et puis, j'étais furax, j'étais très furieux. Et comme vous savez, l'Iliade commence par la fureur d'Achille. Ah, la fureur et est quand même un sentiment extrêmement motivant. Et donc j'ai commencé à écrire ce texte. Alors, en les où la traduction langue des peuples ne rend pas peut-être pas de justice, mais il fallait choisir langue sans peuple. C'est littéralement ça. Et donc, j'ai commencé à écrire. Ce qui est intéressant, c'est que la prose m'avait libéré de mes a priori. Avant, je n'aurais jamais pu écrire comme ça. En écrivant de la prose, tout à coup, il m'a semblé que les vers, les poèmes étaient non pas plus faciles à faire, mais plus abordables à faire. Je n'avais pas à me battre contre la langue. Et ce texte est arrivé comme ça, un peu hum, je ne peux pas dire facilement, mais j'écris quand même dans un laps de temps relativement court, ce qui ne m'arrive pas souvent d'ailleurs. Euh, mes textes anciens, même les récents, prennent énormément de temps. Et la prose a rendu un service. Mais il y a aussi une chose, c'est que moi, je n'oppose pas la prose à la poésie. Car dans la prose, dans les passages en prose, il y a beaucoup de passages, non pas poétiques au sens traditionnel, mais il y a des passages très denses qui font réfléchir et qui sont proprement poétiques. Mais évidemment, dans la prose, le lecteur ne s'aperçoit pas. Dans un récit, vous pouvez tout mettre, les gens ne se rendent pas compte puisqu'ils sont souvent emportés par le flot et puis ils se laissent aller parce qu'ils veulent savoir où ça va aboutir.
n'est-ce pas? Et donc, mais en cours du texte, dans parfois des paragraphes assez longs, il y a des morceaux. Vous savez, au moment où je travaille, parfois aussi, hmm, il y a des vers qui arrivent. Des vers qui arrivent. Alors, les haïkus que j'ai publiés sont nés comme ça. Il y avait un carrier à côté de moi. Et quand il y avait des textes comme ça qui venaient, je notais tout de suite. Je continuais à travailler. Autrement dit, c'est ma manière de travailler. C'est sur plusieurs choses en même temps. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça, j'étais habitué à ça. Une toute petite question sur encore liée à votre manière d'écrire. Alors, pourquoi des titres, à une exception près, c'est des titres, donc des récits en prose, je me réfère, qui se réduisent à un mot, à part Anu le Lesbistag. Alors là, l'expression entière était nécessaire. Un seul titre, il y a une tension entre cet aspect si concis et intense donc, du titre et l'ampleur du roman, dans lequel aussi on trouve parfois des longs, longs, longs paragraphes avec une ponctuation, parfois pas des points. Et puis là aussi, tout à coup, voilà, vous allez à la ligne, il y a un bref segment, et puis encore, vous continuez. Quelle est cette tension et pourquoi des titres si courts, s'il y a une réponse, en fait. Je signale que je travaillais dans un journal en tant que journaliste. Et les journalistes ont un certain nombre de règles que vous apprenez à l'école du journalisme, où j'ai été aussi pendant 6 mois. J'ai fait un stage pendant 6 mois. Et donc, on vous apprenait un certain nombre de choses concernant la rédaction de petits articles et l'importance des titres. Les titres, parfois, sont tellement importants que parfois le texte commence à partir du titre. Et c'est-à-dire, c'est le titre qui vous inspire, le mot qui vous inspire. Il y a parfois l'inverse. Vous mettez un temps fou à retrouver. Par exemple, Hagopner, le volume 8, ben, au départ, ça s'appelait Orakner. Longtemps, Orakner, parce que c'est des récits qui s'enchaînent les uns dans les autres. Et donc, bah, ça allait, ça allait. C'était une allusion directe à la forme. Mais évidemment, ça me déplaisait parce que la forme prenait trop de place. L'allusion à la forme prenait trop de place, il fallait trouver autre chose. Et donc, cette autre chose, c'était la solution que j'ai trouvée avec Agopnet, avec ce titre-là. J'aime effectivement des titres avec un seul mot ou deux mots. Il y a aussi Gernakir Mart, mais qui soit suffisamment parlant et qui renvoie au contenu, enfin à ce qu'il y a dans le texte. Sinon, ben, c'est la même chose dans les poèmes, hein, c'est la même chose. Je crois que c'est plutôt euh, mon travail poétique qui m'a amené à travailler les titres, à trouver des choses plus ramassées, pas longs. Et d'ailleurs, je trouve que les titres, bah, même par exemple, Proust à la recherche du temps perdu, chaque volet a un nom propre qui est relativement court, hein. C'est du côté de chez Swann, mais c'est pratiquement une seule expression. Et sinon, bon, moi, c'est ma manière d'aborder. Ah, évidemment, dans les quatre premiers, il y avait une suite, il y avait une suite d'idées. C'est-à-dire, il y avait Harbadze, Nashan, euh, Batkere, Hanouna. Alors, il y a les trois avaient de l'importance, les trois titres. Mais à partir de Hanouna Lesvistag, enfin, après Yergouk, j'ai abandonné cette manière de faire, j'ai fait autre chose. Vous savez, j'aime changer. Ah, on commence à avoir des habitudes et les habitudes en matière d'écriture ne sont pas vraiment bienvenues. Faut évidemment, mais se mettre en question. Version, hein. Oh, il Version faut se mettre en d'interprétation. question. Il faut se mettre en question. Pourquoi tu fais comme ça? Ah ben oui. Pourquoi tu fais comme ça? Et puis tu dis, bah au fond, je peux faire l'inverse de ce que je faisais.
ou alors je me donne des contraintes, telles que parfois le récit, ça bloquait. C'est le cas de Yergouk, qui est un bouquin fait avec plein de contraintes. Le lecteur ne s'en aperçoit pas, hein. Mais justement, il ne faut pas que le lecteur s'en aperçoive. Churchuma, idem, idem. Même chose. Nakir Mart est encore plus compliqué dans la mesure, le plan de la construction. Parce que ce qui m'intéresse, je ne cache pas ça, c'est la construction de l'œuvre qui m'intéresse. S'il n'y a pas une construction qui me satisfasse ou qui me satisfait, je ne suis pas. C'est pas bon, puisque j'ai raté beaucoup de livres, puisque les bouquins n'étaient pas bien construits. Je ne sais pas si vous avez raté des livres. En tant qu'électrice, et on va conclure sur cela, je peux vous dire que quand on lit et on relit et on apprécie cette construction, eh ben, on est très fiers, Maître Barthes. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, partager aujourd'hui, et nous allons sans doute continuer. Et peut-être avant de te donner la parole, voudrais rappeler, parce que Nathalie, une grande pause, mais non, il y a encore une chose que je veux dire. Là, c'est le cercle des amis de Gricole Belédian. Nathalie n'est pas, donc la secrétaire, donc Anna Manoukian n'est pas ici aujourd'hui. Mais donc, il se trouve que depuis une année, je suis la nouvelle présidente. Donc, avant, c'était Catherine Cofio. Et je suis là aussi très fière de cela. Donc, vous savez, donc, ça existe depuis 2016. Et il y a toute une initiative qui ont été entreprises, soutenues. Christian collabore, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont suivre et on aura l'occasion d'en parler. Donc, voilà, c'est une chose que j'avais envie de rappeler. Merci. Donc, pause, longue ou courte, ça, c'est l'organisateur. Les organisateurs qui vont décider. Merci beaucoup Valentina et Krikor pour cet entretien passionnant. Et donc oui, nous allons faire une petite pause. Avant, je voulais juste rajouter une chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que je voulais remercier Christian Batikian parce que le format de ces rencontres, l'idée de ces rencontres et le format sous forme de dialogue qui nous permet de justement d'avoir Krikor ici à la fois comme l'auteur, mais aussi d'une certaine façon comme le théoricien de la littérature, le philosophe. Enfin, on a toutes les couches de l'analyse qui sont là. Donc voilà, ce format sous forme de dialogue et l'idée de ces rencontres, nous les devons à Christian Batikian et donc je pense qu'il faut aussi le remercier pour cela. Donc nous allons prendre je vais dire 5 minutes pour qu'on commence vraiment dans 10 minutes. Donc, les gens qui sont en ligne, c'est dans 10 minutes. Mais les gens qui sont ici, vraiment 10 minutes, on commence. Hein? D'accord. Merci.